Bien, alors que méthodologie 2, deuxième chapitre qui nous explique un peu comment l'histoire fonctionne, comment on doit être organisé en histoire. Aujourd'hui, on parlera des documents. Prenez tout bien en note, d'accord? Documents. Et voici la définition des documents. Premier mot-clé, document, je vais définir. Puisque c'est une définition, je vais la dicter. Écrivez-la mot par mot. Document est toute trace laissée par l'activité humaine. Je répète, écrivez-la. Document est toute trace laissée par l'activité humaine. Imaginons qu'il y a eu un assassinat. D'accord? L'enquêteur arrive et il cherche les traces que l'assassin a laissées. Une empreinte digitale, d'accord? L'historien, celui qui écrit l'histoire, fait un peu le même travail. Il doit chercher des traces du passé et les comprendre, et les interpréter, et reconstruire les événements à partir des traces. Ces traces-là, on les appelle les documents. Les documents sont tellement importants en histoire qu'on dit que là où il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'histoire. D'accord? Par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'une ville mythologique qui s'appelle Atlantide, dont aussi les anciens philosophes avaient parlé, d'une ville qui se trouvait au milieu de l'Atlantique, de la mer, magnifique, qui puis à un moment donné, elle s'est enfoncée dans la mer. Bon. Beaucoup d'historiens ont cherché des traces de ceci. On n'en a jamais trouvé. Donc, Atlantide, ce n'est pas de l'histoire, c'est un mythe. Par contre, vous avez peut-être aussi entendu parler de Troie, la ville de Troie, où il y a eu la célèbre bataille, le cheval de Troie. Bien, pendant longtemps, les gens pensaient que Troie, c'était de la pure mythologie, d'accord, un pur roman inventé. Mais au XIXe siècle, il y a eu quelqu'un qui a dit non, Troie, c'est une ville qui existait pour de vrai. Il est allé dans la Turquie actuelle, sur la côte méditerranéenne de la Turquie. Il a financé des gens qui ont pris leurs pelles et ont fait des fouilles. Et là, ils ont trouvé les ruines de la ville de Troie. Les ruines, les anciens murs de cette ville-là, les traces, c'est une trace, c'est un document. Et voilà donc que Troie est sorti du mythe et c'est devenu de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on a un document, parce qu'on a trouvé des traces. Donc, les documents sont fondamentaux pour l'histoire. S'il n'y a pas de documents, c'est du roman, c'est du mythe, c'est de la fiction. S'il y a des documents qui nous prouvent certains événements, c'est de l'histoire. C'était les premiers mots-clés. Questions, commentaires? Alors qu'on passe sur le deuxième mot-clé, les catégories. Or que les documents sont différents, ils n'ont pas tous la même importance. Il y a deux catégories de documents, deux catégories principales de documents, d'accord, qui déterminent leur importance, qui nous disent si un document, quels sont les documents plus importants. Or, quelles sont les deux catégories de documents? Un, c'est un type de document qu'on appelle les documents sources. D'accord? Documents sources. Et ceux qui ne sont pas documents sources, on les considère les documents travaux. D'accord? Les documents travaux. Alors on va voir quels sont les documents sources. Les documents sources, ce sont des documents faits à la même époque de l'événement qu'on étudie. D'accord? À la même époque, qui sont contemporaires. OK? Par exemple, Jules César, qui a fait une grande guerre en Gaule, avant de devenir le dictateur de Rome, qui était un grand général, ce texte de Jules César s'appelle De Bello Gallico, en latin. D'accord? De Bello Gallico. Et ça veut dire que la guerre en Gaule. Il a fait la guerre en Gaule, il a voulu
écrire un texte, lui ou ses collaborateurs, mais on lui attribue. D'accord, il porte sa signature. De Bello Gallico. Or que c'est lui qui a fait la guerre. D'accord, c'est lui qui l'a décrite. Peut-être qu'il en a rajouté, peut-être qu'il a glorifié soi-même et son armée plus que les autres. D'accord, mais il est un témoin direct. Ceci est un document source. D'accord, je peux lire une traduction, un texte reproduit. Ces rouleaux qu'il a écrits directement n'existent plus. Il existe des reproductions, des copies faites plus tard. Mais c'est un document source parce que c'est un document qui nous vient de la même époque, de quelqu'un de très proche de l'événement. D'accord? Supposons par contre que vous prenez votre manuel et vous allez chercher des informations sur Jules César. Et brièvement, va vous parler de la guerre qu'il a fait en Gaule, cette terrible guerre qui a duré 10 ans, 7 ans, qui a fait 10 millions de morts. D'accord? Or que l'information que vous trouvez dans le manuel ou dans un autre livre que vous trouvez dans une bibliothèque, celle-là est un document travail. Donc, un document de travail est un document postérieur, fait après, que c'est un résumé, d'accord, de l'événement. Comprenez-vous donc, un document source, c'est le plus important pour qui fait une recherche sérieuse, scientifique, d'accord, documentée. Document source, c'est vraiment de l'époque. Document de travail, ce sont des résumés de quelqu'un qui a vu les anciens documents sources, a lu, alors que pour rendre les choses plus faciles à comprendre, à nous qui vivons deux millénaires après, il a fait un résumé. D'accord? Celui-là est un document travail. Comprenez-vous la différence? Alors, document source est de l'époque. Document travail sont une élaboration postérieure qu'on fait après. D'accord? Je vais vous donner un exemple. D'accord? On va faire un exemple avant de vous donner la place aux questions. Supposons que quelqu'un d'entre vous écrit un journal intime. Un peu comme Anne Frank. Hein? Certains ont lu le journal d'Anne Frank qui racontait tout ce qu'elle a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un document historique, ça nous documente énormément sur comment les Juifs vivaient la persécution nazie. Non? Mais supposons que quelqu'un d'entre vous écrit son journal intime. Et aujourd'hui, il rentre à la maison et dit « J'ai eu un cours d'histoire, j'ai eu un cours d'éducation physique. À la cafétéria, j'ai mangé ceci. » D'accord? Et puis, à la sortie de l'école, on a joué. Vous remplissez un cahier, 2 cahiers, 3 cahiers. Vous ne voulez pas que les autres les lisent. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un trou dans un mur, dans votre chambre à la maison, et vous le mettez là. Et puis un autre, et puis un autre. Puis, à un moment donné, vous n'avez plus le temps pour les écrire. D'accord? Vous n'écrivez plus vos journaux intimes. Et dans quelques années, vous déménagez. Et ces cahiers, vous les oubliez là. Non? En 2221, ils vont démolir la maison et quelqu'un qui travaille retrouve votre journal intime, vos cahiers. D'accord? Commence à lire, il trouve intéressant et il le passe à un journaliste, quelqu'un qui fait un magazine. Je ne sais pas comment dans 2 siècles le magazine ça va être, d'accord? Dans un magazine. Il le lit. Et il va faire un article de 4-5 pages dans un magazine qui décrit la vie d'un étudiant de 12 ans au secondaire de 2 siècles auparavant. Comprenez-vous? Alors que vos journaux intimes retrouvés dans 2 siècles, qu'est-ce que ce sont? Un document source ou un document de travail? Oui, c'est le document source. Et l'article, par contre, que le journaliste a écrit sur le magazine, là, c'est quel type de document? Document de travail. Bien, vous avez compris. D'accord? Que les documents sources sont les plus importants. Les documents de travaux sont les plus utiles. D'accord? Sont les plus utiles. Parce que moi, si je lis de Bello Gallico, je ne suis pas vraiment un spécialiste de l'histoire de Rome. Je vais comprendre très peu de ce qu'il écrit. Par contre, si quelqu'un a fait un résumé, a fait une œuvre de divulgation, je peux m'informer plus facilement. D'accord?
Vous êtes en secondaire 1 et cette année ici en histoire, pour vous, ça va être tous des documents, travaux, ça va être mes explications. Votre cahier de notes devient un document de travail, d'accord? L'année prochaine, par contre, vous ferez des recherches et ça sera important de connaître la catégorie, l'importance des documents. Alors, tenez bien en tête ceci, la catégorie et l'importance des documents. Documents sources sont les plus importants, documents de travail sont utiles, mais moins importants pour une recherche historique sérieuse. Alors, la catégorie, c'est l'importance des documents. D'accord? La catégorie indique l'importance. Quels sont les plus importants sources au travail? Oui. Oui, alors. Quels sont les plus utiles pour la divulgation, David? Document de travail. Le manuel, c'est un document travail. Mais si vous feuilletez le manuel, d'accord, vous allez voir qu'un peu dans plusieurs pages, il y a certains textes qui sont dans un encadré ocre, ils sont sur un fond ocre, comme les anciens papyrus qui étaient ocre. Cela nous indique que c'est un document source. C'est un extrait d'un document vraiment de l'époque qu'on aborde dans le manuel. Comprenez-vous? Elias, ta question. L'importance d'un document. Maintenant, on va parler des types de documents. Type de document, c'est la forme du document. Nous avons dit que les documents les plus importants, ce sont les documents écrits, non? Ce sont des textes, des documents qui utilisent l'écriture. Dans tous les contextes qu'on utilise, les premiers textes écrits qu'on trouve, c'était des documents commerciaux, des contrats, des factures, d'accord, des accords entre marchands. Puis on a trouvé des lois d'écriture. Et puis des textes qui décrivent la littérature. Non? Les documents écrits, on a dit, ce sont ceux qu'on utilise le plus, ceux qui nous documentent le plus. Quand l'humain a inventé l'écriture, ça fait en sorte que les morts nous parlent. Pas avec le spiritisme. Ils nous parlent parce qu'on peut lire ce qu'ils ont écrit. Donc ils communiquent avec nous. Ils sont passés 1000 ans, 100 ans, des siècles, des millénaires, on peut lire. Mais il y a aussi d'autres types de documents qui ne sont pas écrits, qui pourtant nous informent. On les appelle les documents matériels. Les documents matériels. Or, il y a plusieurs types de documents matériels. Par exemple, les outils. D'accord? Les premiers outils agricoles, les premières houes, par exemple, les premiers fossiles. Les armes. On retrouve encore aujourd'hui des casques, des armures, des lances des Romains. Les bijoux. Et de la préhistoire, nous savons des choses que les hommes de la préhistoire faisaient déjà des bijoux. Quelquefois, on retrouve des vêtements, des édifices, les routes romaines, la voie appienne, par exemple. Et, bien sûr, des squelettes. Nous savons que plusieurs espèces d'humains ont vécu dans les 2 millions d'années qui nous ont précédés parce qu'ils nous ont laissé des traces qui sont leurs os, les fossiles de leurs os, les ossements, les squelettes. Alors, je répète quels sont les types de documents matériels: des outils, des armes, des bijoux, des vêtements, des édifices, des routes, des squelettes. Qui est capable de me citer un document qui est un édifice, qui représente la gloire de Rome, par exemple? Elias, le Colisée. D'accord? C'est un édifice qui nous l'enseigne. Et un autre type de documents, ce sont les documents qu'on appelle figurés. Les documents qui ont une image, qui nous permettent de voir des images. D'accord? Des dessins, des gravures, des peintures, des monnaies. Sur la monnaie, on voit souvent le visage de l'autorité qui a donné valeur à cette monnaie,
comment dire, des sculptures, des plans, non? Des cartes géographiques. Tout ceci, ce sont des documents figurés, non? Qui nous informent aussi de certaines réalités, certaines situations du passé. Si vous regardez ici, en haut, d'accord, vous voyez par exemple qu'il y a la reproduction des graffitis de la grotte de Lascaux. C'est un ancien élève qui l'a fait et qui l'a reproduit là. C'est un document très important de la préhistoire qui nous informe. On étudiera plus tard les graffitis. Plus tard dans le temps sont arrivés aussi les documents audiovisuels. D'accord? Ce sont les enregistrements audio et vidéo. D'accord? Documents audiovisuels. Dès qu'on a commencé à enregistrer à la radio, à faire des vidéos pour le cinéma ou pour la télé, on a des documents. Aujourd'hui, avec nos téléphones cellulaires, on en produit énormément de ces documents-là. D'accord? Il y a plein de gens qui documentent des événements en reprenant avec leur téléphone et puis on les met sur Internet, une grande diffusion. D'accord? Mais ce sont des instruments récents. Nous étudions une histoire qui a vraiment des milliers d'années où les documents audiovisuels n'existaient pas. Et bon, je vais répondre aux questions. Attendez toujours la période des questions. Hein? Victor. Est-ce que les ruines de la ville de Troyes, ça serait un document matériel? Exact. Exact. Tout à fait. Les ruines de la ville de Troyes sont un document matériel. Comme par exemple, le plus grand, sous ce point de vue, le plus grand document archéologique, c'est la ville de Pompéi, non? Détruite par les volcans et puis retournée à la lumière grâce aux fouilles du XVIIIe siècle. Prochain mot-clé, les reproductions. C'est important de nommer les reproductions parce que beaucoup des monuments qui sont à notre disposition ne sont pas les originaux, qui souvent n'existent plus. Ce sont des reproductions. D'accord? Ajouter un S là par le pluriel. Les reproductions. Tantôt, quand je vous ai demandé un exemple d'un document matériel, vous m'avez, un d'entre vous l'a dit, mais vous l'avez pensé tous ou presque, vous avez dit le Colisée. Non? Mais qui d'entre vous est allé à Rome et a vu le Colisée? A pris une photo, sa propre photo du Colisée. Qui d'entre vous est entré dans le Colisée? Qui est allé sur les gradins où les anciens Romains assistaient au spectacle? Qui est allé sur la piste où les gladiateurs s'est délivré à la bataille? Qui a vu le Colisée? Levez la main. Qui est allé à Rome? 2 d'entre vous. Oui. Alors que, bien, 2. Pourtant, vous tous, vous aviez en tête une idée de ce qu'est le Colisée. D'accord? Le Colisée, ce n'est pas quelque chose de carré avec d'autres murailles, mais c'est un grand édifice circulaire, elliptique, précisément, avec plein de portes. Parce que les gens qui devaient rentrer et sortir rapidement, alors qu'il y a des portes partout et des arcs partout. Non? Vous avez au moins en tête ceci. Même si vous n'êtes jamais allé à Rome, comment ça que vous avez cette idée assez claire du Colisée? Elliot? À cause de la reproduction. Des reproductions. Vous tous, vous avez vu des photos, des cartes postales, des images dans le manuel. Peut-être vous avez assisté à un documentaire. À la télé, ils l'ont utilisé pour quelques publicités d'un voyage. D'accord? Grâce aux reproductions. Mais là, même si nous connaissons le Colisée par la photo, par un documentaire, ça reste un document source, un document de l'époque. Comprenez-vous? Les anciens textes des philosophes grecs, les anciens textes des grands personnages qui documentent la vie des empereurs ne sont pas arrivés à nous.
pas les originaux. Ils n'écrivaient pas des livres, il n'y avait pas de livres dans l'Antiquité. Il y avait des rouleaux de papyrus où les gens écrivaient. Et quand c'était beaucoup, on les mettait tous ensemble et souvent on les gardait dans des gros pots en argile ou en terre cuite, on les gardait là-dedans. Plus tard, dans le Moyen-Âge, on a commencé à relier des feuilles, à faire le livre. Et plus tard, c'est l'imprimerie. D'accord? Ce qui est arrivé à nous, ce sont des reproductions. Des reproductions. Aujourd'hui, on fait des reproductions très facilement. Copy-paste. D'accord? On met une vidéo, un texte sur Internet, c'est disponible à tout le monde. D'accord? Mais dans d'autres époques, avant toute cette technologie, faire une reproduction, ça demandait énormément de travail. D'accord? Si aujourd'hui nous connaissons l'histoire de l'Antiquité, si aujourd'hui nous connaissons l'histoire des grands philosophes grecs, des grands savants de l'Antiquité, des classiques comme on les appelle, c'est grâce à des copistes du Moyen-Âge. Déjà du haut Moyen-Âge et jusqu'à l'invention de l'imprimerie, il y avait dans des monastères, et les monastères étaient très répandus, des gens qui passaient toute leur journée, toutes leurs années, toute leur vie professionnelle, on pourrait dire, à recopier des anciens documents. D'accord? À la main, à la lumière d'une chandelle. D'accord? Ils faisaient, avec mérite, ce qu'on vous dit de toujours ne pas faire. Copier. Copier. D'accord? Okay. Parce qu'il n'y avait pas d'autre façon. Il n'y avait pas les photocopieurs. Comprenez-vous? Donc, les reproductions. Tantôt, s'il nous reste du temps à la fin, on va faire un exemple un peu de reproduction, documents sources, documents de travail. Question là-dessus. Et Ilias. Est-ce que le tour de piste, c'est une reproduction? Non, le tour de piste, c'est un document source. Ça nous vient vraiment du XIIIe siècle. D'accord? Mais la photo que tu vois de la tour de Pise, c'est une reproduction. Les petites statuettes que quand tu vas à Pise, les marchands autour te vendent comme souvenir, non, en marbre, là c'est une reproduction. Par exemple, certaines statues, Athéna, Parthénos, ou la statue de Zeus aussi, les statues chrysoéléphantines, qui étaient dans les grands temples des Grecs, ne sont pas arrivés jusqu'à nous. L'original n'a pas passé le temps. Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à nous? Les petites statuettes souvenirs que déjà à l'époque, on vendait aux visiteurs. C'est la reproduction. On a une idée de comment elles étaient. Et Marion. Si le musée de Rome est un document source, est-ce que si on le prend en photo, ça devient un document source? Oui. Non. Non. Ça reste un document source. Mais si tu fais une maquette, par exemple, pour reconstruire comment c'était le Colisée au moment, vraiment, au IIe siècle après Jésus-Christ, quand vraiment on faisait les spectacles, parce que le Colisée existe à moitié. Il existe encore, il est imposant, mais la moitié est tombée. Ils sont allés chercher les pierres, les travertins. Mais si tu fais une maquette ou un dessin pour le construire, celui-là, c'est un document de travail. Alors que maintenant, nous allons parler de la méthode historique. Comment on peut dire qu'en histoire, qu'une chose est une affirmation vraie en histoire? Il y a la méthode historique. Je vous ai dit au dernier cours que chaque matière que nous étudions, chaque objet que nous étudions a sa propre méthode différente. Non? Par exemple, j'ai de la toux qui ne passe pas, je vais voir mon médecin m'envoie à faire une radiographie de mes poumons. Je regarde là, il y a une tache dans tes poumons. Okay? Tu fais une pneumonie. Il va me soigner. Il la voit à travers la radiographie. Mais imaginons, par absurde, non, que un garçon s'est déclaré à une fille. Et la fille ne sait pas trop quoi lui répondre. Est-ce qu'il m'aime vraiment ou il ne m'aime pas?
elle veut la preuve qu'il l'aime. Alors que la fille va dire que tu vas faire une radiographie de ton cœur parce que je veux voir si dans ton cœur il y a de l'amour pour moi. Non? Vous trouvez que c'est une erreur paradoxale, terrible. Mais où est l'erreur? Dans la méthode. Dans la méthode. Dans nos relations humaines, nous ne pouvons pas utiliser la méthode scientifique ou la radiographie, par exemple. Dans les relations humaines, nous avons un certain instinct qui nous fait comprendre si une personne nous aime vraiment ou non. Dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations commerciales, dans les relations d'affaires, non? On observe, on regarde, on écoute, et à la fin, c'est une accumulation d'indices qui suscitent ou non notre confiance. C'est une méthode différente. D'accord? Or que notre civilisation occidentale est fière, vraiment, d'avoir inventé une façon de connaître la réalité, de connaître la vérité, qui s'appelle la science. La science. À partir du Moyen-Âge et puis encore que de la modernité, les philosophes et les scientifiques ont élaboré une méthode pour dire si une chose est vraie scientifiquement. Celle-là, c'est la méthode scientifique, qui est très importante, c'est à l'origine de la science, d'accord, qui nous fait comprendre beaucoup de choses. Pensez à tout ce qu'on a dit scientifiquement ou non pendant cette année et demie qu'on vit cette terrible pandémie, non? Mais quelquefois, on exagère. On voudrait appliquer la méthode scientifique sur tout. Non, la méthode scientifique, on ne peut pas l'appliquer sur tout. C'est un grand moyen de connaissance, mais on ne peut pas l'appliquer sur tout. Ce n'est pas la méthode bonne pour tout objet. En quoi ça consiste la méthode scientifique? J'ai fait les choses ici simples, les choses simples pour nous comprendre. Méthode scientifique, on peut la résumer en 4 étapes. Vous avez déjà étudié ceci un peu dans la première en sciences. La première étape, c'est la question, ou le questionnement. D'accord? La question. On doit se poser, on doit savoir en quoi on va investiguer. La deuxième étape, c'est l'hypothèse. D'accord? L'hypothèse, c'est ce que nous savons déjà. La réponse à la question qui vient de notre raisonnement, de la logique. Là aussi, le raisonnement, c'est une grande, unique capacité humaine. Mais ce n'est pas assez. Parce que ce qu'on arrive par raisonnement peut avoir une erreur. Pour dire que c'est vrai scientifiquement, ça ne doit pas seulement être raisonnable, doit être... Qu'est-ce qu'il faut faire après? Plus fort? Il faut donner des preuves. Il faut l'expérimenter. Ça prend l'expérience. D'accord? Il faut observer que cela s'est produit dans la réalité, dans les événements, l'expérience. Quatrième, à la fin, on arrive à la conclusion. Et la conclusion confirme l'hypothèse ou la dénie. À la fin, on dit ce qu'on a appris, pas ceci. Après. On va faire un petit exemple banal, anodin, mais qui nous permette de mieux comprendre ceci. Imaginons que je vais appliquer cette méthode pour une question. La question, c'est pourquoi, quand j'échappe mon crayon, mon stylo, il va vers le bas, il va vers le centre de la Terre, il va vers le sol. D'accord? Alors, l'hypothèse, puisque j'ai déjà étudié un peu, d'accord, que l'hypothèse, c'est parce qu'il y a la force de la gravitation, une force qui attire toute masse sur le centre de la Terre à cause du tournement, etc. Bon, ceci est l'hypothèse. Alors qu'il faut faire l'expérience. Alors, je prends mon stylo et je laisse. Et il va vers le bas. Je l'ai expérimenté. J'ai observé. Est-ce que c'est assez? Non. Si tu l'observes une seule fois, ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que quelqu'un, tout est anodin, et tout ici est exagéré, mais c'est pour comprendre.
Quelqu'un pourrait dire, ah, parce qu'il y a eu une foulée de vent qui est entrée juste quand tu l'as laissé, le stylo, et il a fait tomber par là. Mais s'il n'y avait pas cette foulée de vent, peut-être que le stylo allait s'enfoncer dans le plafond. D'accord? Alors qu'il faut répéter l'expérience 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, ici, on est une trentaine. Prenez tous vos stylos à 20 cm du pupitre et on les laisse. Est-ce qu'il y a des... Ok, assez. On a assez expérimenté, d'accord? Est-ce qu'il y a des stylos qui sont allés s'enfoncer dans le plafond? Oui, quelqu'un l'a lancé vers le haut, mais puis finalement, la gravité a eu le dessus. La gravité l'a emporté. D'accord? Alors, là, c'est vrai scientifiquement. On l'a expérimenté plusieurs fois, et plus des fois c'est expérimenté, plus la connaissance, plus le savoir scientifique est solide. Alors, j'arrive à la conclusion et dis, oui, c'est vrai, il y a une force qui attire toute masse vers le centre de la Terre. Et c'est pour ça que les choses tombent. D'accord? Hein? Ben, il peut toujours avoir des tricheries. Alors que maintenant, puisque la méthode scientifique, c'est une façon pour dire ce qui est vrai, d'un point de vue scientifique, de connaître, là, j'essaie de l'appliquer en histoire. OK? Et alors, on va voir. Question. Je ne veux pas une réponse, c'est l'exemple. Pourquoi Jules César a été assassiné par les 23 sénateurs en 44 avant Jésus-Christ? Non? Je veux savoir pourquoi. Alors que je vais faire une hypothèse. Je vais dire qu'ils l'ont assassiné parce que ces sénateurs-là étaient des psychopathes. D'accord? Parce qu'ils étaient méchants. OK? C'est l'hypothèse. OK? Alors que là, maintenant, il faut voir si c'est vrai. Il faut observer l'expérience. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour observer l'expérience? Je vais ressusciter Jules César. Je vais ressusciter les 23 sénateurs. Je vais à la place Argentine à Rome et je vais reconstruire le Sénat où il se tenait où c'était à cette époque-là. D'accord? Puis je me cache en arrière, je remets tout en position comme avant. D'accord? Je me cache en arrière d'une colonne et j'observe. Puis 1, 2, 3, comme dans un film, go. Et l'action commence. Grande discussion, des cris, etc. Et puis les sénateurs arrivent et zac, 23 fois. Et Jules César, Brutus, toi aussi, oh mon fils, couvre la tête et il meurt. Je l'ai observé maintenant. Mais tantôt, on a dit qu'une seule fois, c'est pas assez. Parce qu'une autre fois, ça peut se passer différemment. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ressuscite, Jules César, les sénateurs, je construis, je me cache en arrière, go, zac, Brutus, toi, mon fils, bang. 3 000, 4 000 fois. Alors, vous comprenez? S'il vous plaît, retrouvez l'attention. Alors que vous comprenez que c'est impossible. Je ne peux pas ressusciter le passé. Je ne peux pas observer le passé. La méthode scientifique est inapplicable à l'histoire. Comme à plein de savoirs humains, la méthode scientifique n'est pas applicable parce qu'il n'y a pas ce type cette observation de l'expérience. On ne peut pas ressusciter le passé. Pourtant, il existe une méthode historique qui est, disons, similaire à l'époque à la méthode scientifique. Mais si je ne peux pas utiliser l'expérience, qu'est-ce que je vais utiliser là au numéro 3? Oui, les documents. Comprenez-vous? Les documents. La recherche et l'analyse des documents. Il faut que je me fie aux témoignages que les autres ont écrit. D'accord? Comme dans un tribunal, qu'on invite des témoins et on décide de s'y fier ou non à leurs témoignages. Je vais vous donner un petit exemple de l'application de la méthode historique. En 1993, j'arrive à Montréal comme touriste. Je n'imaginais pas que j'allais m'installer. D'accord?
Et une chose suscite ma curiosité, que c'est une ville bilingue. Il n'y a pas beaucoup de villes bilingues au monde, non? Alors, la question que je me suis posée, je ne connaissais pas l'histoire du Canada très peu, j'ai étudié en Europe, d'accord? La question que je vais me poser est pourquoi Montréal est ville bilingue? Première étape, la question. Puis, à partir de ce que je pouvais imaginer, ce que je pouvais raisonner là-dessus, de ce que je savais, j'ai fait une hypothèse. Je me suis dit, Montréal, on parle français parce que le Canada, c'est une ancienne colonie française, mais on parle aussi l'anglais parce que les États-Unis sont juste à côté et l'influence des États-Unis est tellement forte qui a fait en sorte que la ville utilise aussi l'anglais. C'était mon hypothèse, je ne dis pas que c'est la réponse. C'était mon hypothèse, moi, touriste qui vient de l'Europe, qui a une culture moyenne de quelqu'un qui vient de l'Europe. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des documents. Je suis allé dans... J'ai pris d'abord mon guide touristique, mon guide Michelin. Puis, je suis allé dans un magasin de livres usagés, j'ai acheté un ancien manuel scolaire. Et puis, je suis allé dans une bibliothèque et j'ai trouvé là aussi quelque chose. J'ai lu, j'ai comparé. Et à la fin, je suis arrivé à la conclusion. Est-ce que la conclusion confirme, d'après vous, l'hypothèse? En partie. À partir de la colonisation française, oui, je l'avais eu. Mais non, on parle anglais aussi parce que le Canada a été colonisé aussi par les Britanniques, d'accord, les Anglais, qui ont laissé leurs traces, qui ont laissé leur langue. Comprenez-vous? J'ai appliqué la méthode historique. Bon. Question?